Moi, j'ai vécu pourtant je suis relativement jeune encore, des moments douloureux dans mon militantisme, quand j'ai vu les camarades de la Ciotat, sur 3 luttes consécutives par rapport au chantier, chaque fois mener la lutte pour chercher le bon patron qui allait reprendre leur entreprise. Alors ça la première fois j'étais avec eux, j'ai toujours été avec eux, mais la deuxième fois je me suis dit, Jobard, quel est le bon patron qui peut reprendre ça? Et le troisième bon patron qu'il a pris, a fait comme les deux autres, a pris ce qui l'intéressait dans la boîte, et ça s'est passé dans d'autres structures comme ça. Le mouvement ouvrier est dans une forme d'adolescence, d'infantilisme qui fait que on est contre le patron qui est propriétaire de l'outil de travail et on mène le combat pour en chercher un meilleur. Et la démarche de Scopti, c'est pas... Alors après, la loi ne fait pas le printemps, mais je ne voulais pas commenter, mais vous l'avez dans la clé. À la fin de mon intervention, je vous donne le nombre de coopératives en France. Ça se chiffre maintenant par milliers. Sur des centaines de milliers d'entreprises, il y a des milliers de coopératives. Leur coopérative, elle fait partie d'un réseau. Notamment, ça a été dit par notre ami, la Belle-Aude, mais d'autres. Donc, ils se sont posé la question, est-ce qu'il y avait meilleur patron qu'Unilever pour reprendre le site de Gémenos? La réponse était non. Unilever, le Berquier, il était au Havre, l'usine du Havre. On lui a dit avec sa famille, comme au 19e siècle, ben non, il faut que tu ailles dans le sud au soleil, ça sera meilleur pour vous. On va faire l'usine à Gémenos, ultra moderne, européenne, tout. Et quand ils ont été à Gémenos, au bout de quelques années, on leur a dit, ben il faut aller en Pologne. C'est moins cher. Et comme ils ne pouvaient pas y aller, ben, vous allez à la rue. C'est l'État français pour l'emploi qui va vous régler vos problèmes. Bon conseiller, voilà. Ils ont dit non. On a été des milliers à les soutenir, pas que dans les Bouches-du-Rhône, à porter ce combat. Ce combat, il a trouvé un débouché dans un cadre juridique, je le répète, particulier, où ils ont pu réinvestir les financements qu'ils avaient eu de licenciés là-dedans, où ils avaient des éléments de droit en tant que CE. Les CE n'existent plus, il n'y a plus que des structures uniques, il n'y a plus de CHCT. Donc, il faut que nous-mêmes, au mouvement ouvrier, au sens large, militants, associatifs, on soit vigilants à ce qui bouge. On ne peut pas parler de la réalité telle qu'elle était à un moment donné. Et donc, j'en reviens à Robert. Moi, il y a des points que je suis conscient que c'est dans la pratique de tous les jours qu'on va avancer ensemble pour y trouver des réponses collectives. Mais surtout, il va falloir apprendre à analyser où on en est de ce qu'on met en œuvre. Par exemple, les ruchiers du Pays de Loire, c'est l'affaire des Pays de Loire, mais on n'en parle jamais dans le détail. Qu'est-ce que ça peut devenir ou qu'est-ce que ça ne peut pas devenir? Mais Karma, on a à voir Bernard Loup, où on en est de ce projet qui nous a fait rêver sur plusieurs numéros de Naturellement, où on en est. Si on oublie les combats communs, on ne les analyse pas, on ne peut pas être meilleur. Et on va reproduire à l'infini. Et c'est le reproche que j'ai fait, j'interviens là, au forum alternatif, où les camarades des alters, qu'on appelle les alters, ils faisaient, à chaque fois que les capitalistes faisaient un forum de l'eau, on fait un forum alternatif. Et à la fin du forum alternatif, on est content, on était nombreux, plus ou moins nombreux, on a plus ou moins bien discuté, bien fait la fête. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on a construit? Et donc, nous, on a dit à Marseille, on fait maintenant un forum permanent, polycentrique, et on continue à produire des idées. Le prix La Carafe d'Or, ça semble anodin, mais ce prix-là, si on arrive à le développer, alors il faudra le faire évoluer aussi, parce qu'il ne faudra pas se fossiliser dessus. Il peut faire plus mal que simplement refaire des forums. C'est un exemple, voilà. Tourne le dos au système dominant. Et donc, c'est aussi le dévoiement des structures coopératives et agricoles pour les transformer en multinationales. Le meilleur exemple, je ne sais pas si Jean-François pourra donner des exemples dans les débats, mais les betteraviers du Nord, qui sont devenus des multinationales jusqu'au Brésil, où ils exploitent par millions d'hectares pour faire de l'alcool, et c'est eux qui ont porté souvent l'histoire des alternatives au gasoil, l'agriculture qui transforme l'alimentation en carburant, quoi, les agrocarburants, des trucs de fou, quoi. Et le règlement européen et leur transposition dans le droit français visent à nier la propriété collective des banques mutualistes. Je sais qu'il y a beaucoup parfois entre nous, le constat c'est les banques mutualistes, à commencer par celui qui nous a sponsorisé une partie de cette université d'été, à travers une pub, le Crédit Mutuel, dans son fonctionnement quotidien, c'est une banque. Mais ce qui est fondamental, et c'est la publicité n'est pas mensongère, j'en suis un des administrateurs,
c'est que le crédit mutuel, comme la caisse d'épargne maintenant, qui n'était pas à l'origine une banque mutualiste, comme une partie du crédit agricole, c'était les gens qui étaient porteurs d'un compte, les titulaires d'un compte, qui géraient la banque. Mais avec les réglementations européennes qui visent à professionnaliser les bénévoles bancaires, qui renforcent un certain nombre de règles communautaires qui s'imposent dans le droit français par rapport à la gestion bancaire. Le fait qu'on ne peut pas financer à perte, c'est-à-dire financer un pauvre, il faut avoir une contrepartie. Il y a des tas de règlements qui s'empilent, qui fait que ça fait perdre à ces banques-là l'essence même de leurs fondamentaux. Je vous rappelle que le crédit mutuel est né dans le nord de l'Europe, enfin en Alsace pour la France, en Lorraine, et dans le sud de l'Allemagne, à l'époque où il y avait déjà des crises économiques importantes. C'est les gens qui s'étaient organisés pour apporter le minimum d'argent possible pour pouvoir survivre. Et aujourd'hui, au niveau de leur développement, l'Europe a bien compris que comme ils ne distribuent pas de dividendes et qu'ils réinvestissent ces banques-là parce qu'elles ont des excédents de trésorerie dans de nouvelles aventures économiques, il faut qu'ils captent cet argent. Et ça a déjà été fait en Angleterre. Il y a une loi en Angleterre qui a été votée où les mutuelles de santé, on les a obligés à placer leur argent à la bourse. Et en quelques années, ces mutuelles-là, elles se sont trouvées déficitaires et elles ont perdu le pognon de leurs adhérents, quoi. Voilà. Donc, on voit bien que les règlements autoritaires de l'Europe, c'est pour ça que l'Europe, le débat de 2024, il nous intéresse au même titre que beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Et par exemple, la collecte de l'épargne sur le livret A et B et l'obligation réglementaire imposée par la professionnalisation, j'ai déjà dit, mais je le répète, amène les banques mutualistes à changer de nature tout en gardant le statut. Et le fun, aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, vous n'avez plus une seule publicité qui vous dit la mutuelle machin va vous offrir une couverture santé supérieure aux autres. Quand vous grattez bien la question, il y a le mot mutuelle dans le nom, mais c'est plus des mutuelles. C'est des assurances privées. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils changent de nom? Ils prennent le mot mutuel. Parce que dans le débat sur les alternatives, dans le débat d'idées qu'on doit avoir aujourd'hui, il faut redonner du sens aux mots. Et ces mots avaient du sens. Et comme chez les gens, il reste des parcelles, des bribes de sens, ils utilisent en matière de com ces sentiments-là, ce sens-là, pour capter encore plus des parts de marché en prenant le pognon dans la poche des gens. Voilà. Et nous, on a intérêt à redonner du sens aux gens. On le voit avec la dérive de certaines mutuelles où le contrôle démocratique n'est plus exercé par les mutualistes, ni par les sociétaires, mais par leur technostructure. Par exemple, le Crédit Mutuel vient de décider qu'un dirigeant associatif, et c'est une bonne chose, à 72 ans, il fallait qu'il ne soit plus président d'une caisse. Avant, il y avait des monarchies internes au Crédit Mutuel, mais aux banques mutualistes, qui faisaient que jusqu'à 100 ans, si on vivait 100 ans, on pouvait rester président de la structure. Donc, au fur et à mesure, la parité est réglementée pour imposer la parité dans certains organismes associatifs ou mutualistes. Donc, on voit bien que là aussi, il y a du gré à moudre à apporter pour changer les choses. Il en est de même dans l'exercice du suffrage universel pour la gestion des collectivités locales avec les tentatives de suppression de la clause générale de compétence. On en a parlé à l'occasion de 2 universités d'été. Cette clause générale de compétence, ils n'ont pas réussi à la lever complètement. La commune la garde, mais ils ont bloqué les maires en leur enlevant le pognon, c'est-à-dire la fiscalité. Plus la taxe d'habitation, c'est les dotations d'État. Merci Macron, en gros le gouvernement généreux, en vérité, il est obligé à augmenter la taxe foncière, mais aussi d'autres taxes. Par exemple, il y a tout l'arsenal de la fiscalité qui est ressorti sur le stationnement, toutes les redevances. Vous allez voir que ça va se multiplier. Mais par contre, les maires sont corsetés dans leur développement quand ils ont un programme, on va dire, progressiste, de gauche. Ils ont du mal parfois à le mettre en œuvre parce qu'ils n'ont plus la ressource fiscale pour le faire. Mais ça n'est pas interdit, parce que la clause générale, ils l'ont encore. Mais après, il y a eu la spécialisation des régions, des départements, les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. La métropole de Marseille, la collègue m'a repris, non mais c'est une métropole, non, mais c'est un EPCI. La présidente Vassal, qui est présidente du département chez nous, mais aussi présidente d'Aix-Marseille Métropole, elle n'est pas présidente d'une collectivité, elle est présidente d'un outil qui devrait être au service des communes. Et elle en fait un outil d'oppression
contre les Marseillais, les Martégots et autres. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut appeler les choses par leur nom. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. L'acharnement dans le détricotage des structures issues du Conseil national de la résistance, service public de l'énergie, la protection sociale, la SNCF, c'est-à-dire les transports, les retraites et autres, fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Mais ils continuent, eux, ils sont têtus, à aller jusqu'au bout. C'est nous, les gens, en général, qui baissent la garde. Et Frédéric Charles, le directeur de l'établissement, quand il a parlé de son fils hier soir à un moment de l'apéro, il n'avait pas ce discours qu'elle nous a reçu. Il était prudent, il ne savait pas qui on était. Mais quand il dit en gros, si tu ne bouges pas, tu vas te retrouver pire que moi, il y a des idées qui font leur chemin, mais il y a beaucoup de résistance dans la tête de beaucoup de gens aussi, pour s'engager, pour faire. Et c'est là où il y a l'enjeu des alternatives, c'est que si on se met tous en mouvement, on a des résultats, et on a des exemples avec Scopti là. Mais Scopti, il vous racontera dans l'atelier où il va participer Gérard Carzorla, Convergence et Lutte, mais aussi les coopératives, notamment avec notre ami Campagna, Dominique, c'est que si aujourd'hui ils étaient partis en grève maintenant, ils ont changé les textes de loi qui fait qu'ils ne pourraient plus avoir les outils de la lutte qu'ils avaient eu à l'époque. Conclusion, il faut à la fois le rapport de force sociale, mais il faut aussi avoir le travail sur le droit pour avoir encore des droits pour faire du travail social et de la lutte sociale. Voilà. Donc, la spécialisation, je vous l'ai dit, voilà, la spécialisation par la loi des échelons département, région, intercommunalité vise à déposséder les citoyens et les citoyennes de toute capacité d'intervention et de limiter par la reconcentration de la fiscalité, la mise en place de dotations d'État, les projets spécifiques et politiques des maires et de leur majorité sur leur territoire. L'impôt est détourné au seul profit des sociétés multinationales ou des fournées du service public que sont les délégations de service public. Et ça, on l'a, l'eau, là, le débat de hier, on l'a. Et là, comme ils ont, il n'y a plus que, enfin, en gros, je ne sais pas, Gérald confirmera, mais en gros, la concentration autour de Veolia, de tout ce qui est eau, ça ne veut pas dire que la Lyonnaise ou Sort ou Bouygues ne s'occupent pas d'autres services publics, hein, peu cher. C'est toujours là. Ils n'ont pas de faillite, hein, ils continuent à développer, à pomper l'impôt. Voilà. Et donc, on retrouve le même mécanisme dans de nombreux États de la planète. Par exemple, l'implication dans les structures de l'ONU. Il y a la Commission européenne des lobbies de pression, qui s'organisent toujours mieux. Et on a vu ce qui s'est passé avec ce brave député italien et grec, là, qui ont été pris la main dans le pot de confiture, qui étaient payés par vous connaissez ceux qui sponsorisent les Parisiens au football, là, on ne me rappelle plus leur nom, là. Les Qatars, voilà, les Qataris, qui leur payaient des royalties pour faire voter des lois ou des règlements qui vont dans le sens, pas du PSG, des intérêts Qatar. Hein, voilà. Donc on a bien là, au niveau des lobbies de pression, et là on est dans les contradictions du système lui-même, c'est-à-dire que chacun veut sa part du gâteau, et donc ils sont prêts à s'entretuer pour y arriver. Les Qataris, c'est pas des gauchistes, hein. C'est des dangereux capitalistes, au même titre que d'autres. Hein. Voilà. Et donc, ces lobbies qui militent pour donner des avantages à ceux qui sont à la source des grandes pollutions. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Russie, d'autres, même la France, ou de captation de richesses publiques. La mise en place de la taxe carbone, la mise en cause permanente de l'eau bien commun, la libération du droit à l'énergie en Europe et dans le monde, l'usage de l'aide alimentaire comme une arme, comme pour l'accès à l'eau aussi, restent des leviers qui traversent l'histoire du capitalisme depuis son origine comme moyen de pression, comme toutes les formes de néocolonialisme qui ont été mises en place. Et on n'a pas fait là, on ne va pas tout développer, mais dans un des prochains numéros de Naturellement, on va ressortir le numéro qu'on avait fait sur l'accaparement des terres agricoles par certains États. La Chine, l'Arabie Saoudite, même l'Inde un peu, mais moins, certains pays d'Europe du Nord, qui achètent des terres agricoles dans certains pays comme l'Afrique, en Amérique latine, au Brésil, en Argentine. Les Argentins, en gros, à un moment donné, il a fallu qu'ils votent une loi pour donner un coup d'arrêt parce qu'ils passaient par des fournées, c'est-à-dire des prête-noms argentins, où ils vendaient tout à la pampa à qui le voulait, quoi. Voilà. Donc, on a vraiment des formes nouvelles de colonialisme par la propriété. Et la propriété est la base même de la naissance du capitalisme. C'est-à-dire que la bourgeoisie, quand elle est née,
elle a revendiqué à la fois le pouvoir économique, elle le connaissait à l'avoir, mais elle voulait aussi avoir la propriété et l'usage de la propriété. C'est pour ça que le débat sur les enclosures ou le débat sur est-ce que je dois être propriétaire de mon terrain ou locataire de la collectivité, c'est des débats modernes qui sont au cœur même des enjeux et des alternatives. On ne va pas le faire maintenant. Alors, les alternatives, je vais en terminer quand même, parce qu'après mes 6 heures il reste encore 4 heures à tenir. Hein. Après c'est quelques mots pour rappeler l'histoire, parce qu'on ne part pas de rien, quoi. On combat un système qui est encore vivant, et contrairement aux apparences, quand on dit il va s'écrouler sur lui-même, je mets en garde les copains et les copines qui ont l'illusion, dans les crises de son propre système, ils trouvent les ressorts de nouveaux capitalistes qui prennent à la relève. On l'a déjà vu dans l'histoire, où comment aux États-Unis, la ruée vers l'or, les nouveaux riches ont réoccupé d'autres terrains. Vous allez en Nouvelle-Zélande, ils ont eu leur ruée sur l'or, les mecs, quand ils n'en ont plus besoin, ils ont fait partir, ils ont gardé l'or et ils ont fait fortune. Alors le temps des alternatives, de quoi parle-t-on? Finalement, de quoi on va parler? Il nous faut redécouvrir ce qui existe déjà comme forme juridique ou moyen d'intervention au travers, je l'ai dit, des mutuelles, je vous répète, des coopératives, des associations, mais aussi des passerelles possibles entre la gestion des collectivités locales, même dans les contraintes d'aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas du passé, je parle d'aujourd'hui. Et l'ensemble des acteurs sociaux au travers, par exemple, des SIC, sociétés coopératives d'intérêt général, ou la réappropriation collective des structures qui permettent d'agir comme les régies, donc changer la loi pour qu'on ait des citoyens à l'intérieur. L'Europe n'interdit pas la gestion publique directe d'un certain nombre de services publics. En 2024, les élections européennes nous invitent à investir le débat à ce niveau d'intervention. Il y a aussi des formes nouvelles d'oppression. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que pendant que nous on essaye de trouver des nouvelles formes, certains essayent de nous abuser. Par exemple, il y a eu tout un faux débat sur l'économie sociale et solidaire. Et certains ont inventé l'auto-exploitation au travers des associations. Et là, aujourd'hui, c'est avec Uber, avec Airbnb, ou REL comme notre démarche. Alors par contre, nous, on a des propositions à faire, et à faire valoir et à faire expérimenter. Comme notre démarche sur la triple écologie, qui fait le lien entre les collectivités locales, la valorisation des déchets agricoles et les acteurs économiques, industriels pour valoriser l'énergie sur l'ensemble des territoires, mais pas d'une manière générale. Il faut peut-être, je fais une provocation, qu'on revoie notre façon de voir la question des réseaux d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, la centralisation du réseau, finalement, a permis aux capitalistes de s'accaparer des réseaux. Et les compteurs Linky, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas tellement les ondes hertziennes ou électromagnétiques qui sont dangereuses, c'est le fait que tu peux vendre un client un par un grâce au compteur Linky. C'est-à-dire que le compteur Linky est un outil de comptabilité analytique qui permet de vendre les usagers de l'électricité ou du gaz, parce qu'il y a la même chose dans le gaz, d'une manière très facile. Donc, on est devenu vendable à merci. Voilà. Et donc, nos alternatives, les projets sur lesquels on peut s'appuyer. Par exemple, il y a le projet Karma, qui en est une forme d'expression concrète. Et je pense que, puisque Bernard Roux a décidé de participer à une visioconférence dans la semaine, on va y revenir. Où on en est? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Et pas simplement rester au constat. Ou à l'attente. Le réseau des régies de quartier. Nous, on vient de créer ma mairie d'arrondissement. On a utilisé la loi dans ses limites, en tant qu'élu, là je parle, une régie de quartier sur le 1er et le 7e arrondissement. Alors ça fera une régie de quartier de plus qui rentre dans un réseau. Et on est en train de pousser à la roue pour que ça prenne corps et ça se développe. L'association des régies, elle existe. Mais là, je parle des régies, pas de quartier. Les régies nationales comme l'eau, l'énergie, les transports. Les capitalistes, eux, ont fait leur syndicat de capitalistes des transports. C'est le GART. Le GART, le groupement des autorités organisations de transport. C'est pour permettre de formater les élus et les avoir bien en main, parce que c'est eux qui siègent dans le GART, pour pas qu'ils dérivent, qui d'un coup leur prennent l'idée de changer de système, de sortir du DSP pour aller vers un truc. Il y a l'association des régies, l'habitat participatif, on les voit souvent avec, notamment, si les copains sont d'accord, avec Isabelle Bordet, nous on a fait un travail local sur le sujet. Il faut revisiter des formes anciennes, il y a le mouvement des castors.
Les castors, c'est les gens qui ont construit leur propre maison. Là aussi, ça a été dévoyé. Il y a les formes nouvelles de centrales d'achat, de gestion des centrales d'achat. La CAMIF a été un exemple qui a été dévoyé. La FNAC a été un son temps. Et chaque fois qu'il y a des trucs qui se développent, il y a des gens qui s'hygiénient à les dévoyer, à les amener, à les faire rentrer dans le rang. Est-ce que c'est fatal? C'est là où la question est posée des alternatives. Est-ce que quelque chose qui se développe et qui est bien, il est fatal qu'il soit dévoyé? Moi, je réponds non. Mais ça dépend de notre capacité à faire et à exiger. Il faut aussi penser à l'implication des habitants dans la gestion des affaires de la cité au sens large du terme. Forme d'habitat, réseau de chaleur, implication des militants associatifs dans les structures de concertation comme les SICA, par exemple, dans les mairies comme Paris, Lyon, Marseille, mais aussi dans les enquêtes publiques. On le fait déjà, mais on nous le dit, ouais, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer, parce que chaque fois, finalement, le commissaire enquêteur, il dévoie les propositions, il donne raison au maître d'ouvrage. Je vous le dis, cher ami, si on le prend par ce bout-là, autant le mieux, c'est de rien faire. Alors qu'en vérité, les commissaires enquêteurs, ils ne sont pas choisis au hasard Balthazar, ils sont choisis parce qu'effectivement, ils sont issus de corps de l'État, souvent, qui étaient formatés pour aller dans un sens. Et bien, notre travail à nous, c'est de créer du relationnel avec ces gens-là. C'est pas de leur cracher dessus, c'est de travailler à des convergences avec eux. C'est d'aller voir les architectes des bâtiments de France. C'est d'aller voir les gens qui sont les agences de l'eau. Vous avez entendu ce qu'a dit notre ami Jean-François Gassière. Il faut aller voir tous les gens qui gèrent des parcelles de pouvoir ou de financement pour essayer de discuter. Alors c'est un travail de titan, mais on n'est pas tous obligés de tout faire. Mais ce qui est intéressant, c'est si nous, entre nous, on se coordonne pour savoir ce qui fait quoi et qu'on arrive à mettre de la synergie. C'est surtout ça. Et donc, au cœur des préoccupations contemporaines, on peut pas faire abstraction du fait que les interventions humaines depuis le 19e siècle ont déclenché un dérèglement climatique. Voilà. Les recommandations du GIEC sont analysées et le sujet du climat qu'on va aborder tout à l'heure avec notre ami Jean-Claude Bois, et je vois un JC à l'écran, il ne doit pas être loin, va nous permettre de revisiter les recommandations du GIEC et de sortir des poncifs ou des idées reçues qu'on nous a assénées dans les médias. Mais juste pour terminer, l'organisation de formes alternatives, même si elles sont parfois confuses dans leurs conclusions ou leur fonctionnement, illustre bien l'exemple, les rassemblements contre les bassines, les universités populaires avec des conférences tout au long de l'année. Et il y en a plusieurs d'universités populaires, de différentes formes. Est-ce qu'on peut être à toutes? Non. Mais est-ce qu'on peut travailler à y être, essayer d'y être? Oui. Est-ce qu'on peut travailler à rentrer en résonance avec eux? Oui. Il y a des exemples. On peut le faire. Là, notre ami Jean-Marie Batti et, pour la nommer, Nicole Picard, sont rentrés en lien avec l'université populaire, on peut comment elle s'appelle. Voilà, l'université des mouvements sociaux qui s'est tenue il y a 2 jours. Et c'est très bien, voilà. Et il faut en tirer, et même se procurer les actes, les contenus, et les faire vivre. Et tout au long de l'année, on est obligé d'être vigilant sur ces structures. On a besoin d'actions collectives, j'insiste, dans ce qu'on appelle la lutte, et dans le sigle MNLE, le mot lutte fait partie de notre ADN. On a besoin d'actions collectives, donc de lutte, mais aussi de réflexion, d'un comité scientifique beaucoup plus dynamique, et je ne sais pas s'il a pu se connecter, je ne le vois pas, notre ami André Pron. On a besoin de développer ce réseau de gens qui ont des compétences particulières, des savoirs qu'ils peuvent partager, mais aussi d'analyse pour orienter différemment nos actions chaque fois que nécessaire. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je voulais donner le sentiment que parler des alternatives, ce n'était pas un sujet comme ça pour meubler le temps, c'est qu'on est au cœur d'enjeux qui sont les changements de demain. Mais situons-nous dans le temps. Ce n'est pas demain matin ou la semaine prochaine qu'on aura tout réglé. Il faut nous situer comme le système lui-même que nous combattons dans une perspective de l'histoire et du temps. Le nouveau mouvement qui naît, c'est-à-dire que le nouveau naît dans l'ancien, le capitalisme est né dans le système féodal, les alternatives dont je parle sont déjà nées depuis 100 ans pour certaines, en permanence elles ont été dévoyées, en permanence dévalorisées. Le système soviétique, pour ceux qui avaient l'espoir
que le socialisme à l'Est allait régler tout, ça a été dévoyé. Voilà, dévoyé. On est obligé aujourd'hui, à partir de la connaissance de l'histoire, des expériences qui ont eu lieu, de faire différemment, mais de continuer à faire et de tirer les enseignements de nos propres actions pour continuer à avancer. Et ayons la modestie de penser qu'on fait partie d'une génération qui passera le relais à une autre et qui continuera le chantier qu'on a ouvert et qui, je pense, permettra à l'espèce humaine de survivre à ses propres turpitudes. Parce qu'effectivement, si on reste dans le système capitaliste, l'humanité en tant que telle peut disparaître, pas la planète Terre, mais l'humanité, oui. Voilà. Merci, chers amis, chers camarades.